L'intervention de M. Merley Vouvou du haut de cette tribune nous permet ou nous incite effectivement de lui poser quelques questions de fond. Et parmi lesquelles nous voudrons savoir, honorable président, ce que M. Merley Vouvou veut réellement. Qu'est-ce que vous voulez, M. Merley Vouvou? Voulez-vous devenir une vedette médiatique? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier ici, mais M. Merley Vouvou a une notoriété aujourd'hui, même sur Facebook, quand il écrit, il est suivi, lu par plusieurs personnes. Est-ce le védétariat médiatique que vous cherchez, M. Merley Vouvou? Parce que, honorable président, dans un moment aussi critique de notre histoire, nous avons besoin effectivement de leaders constructifs et non des provocateurs sans boussole. Nous avons dit, honorable président. Merci, honorable John. Je suis le coordonnateur pour rencontrer les préoccupations de l'honorable John. Merci, honorable président. J'ai bien suivi, honorable John. Mais simplement, s'il y a quelqu'un qui veut le végétariat, c'est lui. Vous me posez la question de savoir si qu'est-ce que je veux réellement. Ce que je veux, je sais qu'avec cette classe politique, il n'y aura plus rien. Je veux la conscience collective, surtout de notre génération. Les mains de tous ces gens-là, je refuse de citer parce qu'ils sont tous connus. Hier, ils étaient moboutistes. Plus que les enfants de Mobutu. Mais personne, depuis que Mobutu, son corps a été déposé au Rabat, personne n'est allé déposer ne fils qu'un gerbe de fleurs. Ils sont tous ici, ils étaient tous derrière Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, tous derrière Tshisekedi. Et d'autres disent même avoir été manipulés par Kabila. Alors quand vous regardez leur âge, dire être manipulé par Kabila, exactement, Kabila c'est leur petit-fils. Ce n'est pas du végétariat, mais nous devons prendre conscience. La génération 1960, ce n'était pas vraiment une génération véritablement préparée pour l'administration. Ils étaient dans des travaux manuels, disés par des Belges, mais une génération courageuse qui a quand même réussi à obtenir l'indépendance. Mais la génération de 1960 de Tshisekedi, de Jonas Kamukamba Diatanjemba, Singaoudjou, Mobutu, et la génération 70 dans la génération actuelle, ils ont tous échoué. Honorables parlementaires, distingués invités, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir le bureau du Parlement des étudiants. Le bureau. Merci. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires distingués invités. Un seul sujet à l'ordre du jour pour notre plénière. Camp de la patrie de Martin Fayoulou et les accusations de Jean-Pierre Bemba contre Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Lansenko. On va donc en parler ici avec notre invité d'honneur, Merley Vouvou. Monsieur le Président, vous avez la parole pour l'ouverture de la plénière. Merci, honorable Bula. Honorables parlementaires, chers collègues, distingués invités, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Comme annoncé, un seul point est à l'ordre du jour. Nous parlerons donc en deux temps d'abord du camp de la patrie qu'a lancé Martin Fayoulou après sa rencontre avec le président Tshisekedi. Ensuite, nous échangerons sur des accusations que Jean-Pierre Bemba a portées contre Joseph Kabila, Moïse Katumbi et le prêtre de la Senko. Nous allons commencer avec la première partie du sujet. Nous inviterons donc notre invité d'honneur qui est le coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais, M. Merley Vouvou, qui va nous entretenir sur ce que c'est son analyse sur la position aujourd'hui de Fayoulou sur la scène politique, qui a décidé de se rallier à Tshisekedi afin de former un camp de la patrie pour faire face à la crise qui écume notre pays. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que l'opinion doit retenir? Vous avez 7 minutes pour nous fixer à ces sujets. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher honorable. Sur ce point, je n'ai pas trop à dire. Déjà, la crise, bien sûr qu'elle soit multidimensionnelle, parce que nous avons plusieurs crises ici. Il y a l'insécurité alimentaire, c'est une crise.
Il y a l'insécurité sanitaire est une crise. Il y a la crise de légitimité qui nous frappe depuis 1960. Il y a plusieurs crises. Mais la crise ici, elle est essentiellement sécuritaire, qui bloque le fonctionnement régulier des institutions de la République. On ne peut pas parler de développement en étant sous l'insécurité où les armes parlent à la place des hommes. Donc, Kinshasa peut se parler entre Kinshasa peut parler à Kinshasa. Donc, Martin Fayulu peut se rencontrer avec Félix Tshisekedi. Martin Fayulu peut me rencontrer. Tshisekedi peut me rencontrer. Tshisekedi peut rencontrer Kabuya, Kabound, Setrikoun, tout le monde. Mais la solution serait que Kinshasa doit parler avec Goma. Si Kinshasa ne parle pas avec Goma, même si nous nous mettons à 1000 ensemble, la question qui restera posée, comment déloger tous ces gens dans les zones occupées? Est-ce qu'ils vont être de bonne foi quittés comme les enfants de cœur, ou ils vont résister? Parce qu'ils vont nous poser la question, nous allons aller où? Qu'est-ce qui va arriver si nous quittons pacifiquement? Est-ce que nous serons amnistiés? Est-ce que nous serons poursuivis? Donc, Kinshasa doit lever les options. Soit faire la guerre. La fois passée, je vous avais dit que l'État en international, les États en international ont pour mission de faire la guerre à d'autres États. Et la réciprocité est acceptée à la taille à la même proportion que vous avez subi, vous avez vu. L'Iran n'a pas pleuré. L'Iran n'a pas appelé la communauté internationale. L'Iran a pris personne en témoin. Le chef de file iranien n'a pas pris 800 avions pour aller voir d'autres chefs d'État. Une fois que l'Israël a frappé, le lendemain, il y a eu réciprocité. C'est à Tshisekedi comme commandant suprême, comme premier citoyen de la République, comme responsable de l'État, de prendre des options, de savoir s'il faut négocier, comme il le fait déjà à Doha, comme il le fait dans plusieurs processus. Mais je trouve très mal que Kinshasa discute avec Kinshasa sans les forces en présence, parce que nous devons d'abord résoudre cette crise sécuritaire. Et pour résoudre cette crise sécuritaire, il n'y a que deux options. Soit on négocie avant de résoudre d'autres crises, soit on fait la guerre. Alors j'estime que parler entre nous à Kinshasa, nous allons garder la crise. Et plus nous gardons la crise sécuritaire et avec des zones occupées, nous donnons le moyen et le temps à ces rebelles de se réorganiser. Parce que là, ils ne sont pas assis inutilement, ils exploitent. Vu que les réseaux bancaires sont coupés des zones occupées, donc ils exploitent pour vendre via le Rwanda et se refaire une santé financière. Alors qu'ils auront le moyen, ils auront le moyen pour se réorganiser et devenir plus fort encore. Donc c'est à nous d'être rapides, de décider rapidement sur les voies à suivre. Mais discuter entre nous Kinshasa, c'est pour résoudre par exemple la crise de légitimité. Même s'il faut résoudre cette crise de légitimité, ça dépend de la transparence électorale. Ça ne dépend pas des acteurs politiques si on se tient à la Constitution. Qui sont les animateurs de nos institutions d'appui à la démocratie? En sachant que les politiques vivent toujours de leurs intérêts. Donc, si c'était Martin Fayulu ou c'était Kabila dans le passé ou Tshisekedi d'aujourd'hui, il y aura toujours la volonté de tripatouiller les élections pour être président. Donc, la résolution de la crise de légitimité passe par le meilleur animateur à la tête de cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Ce n'est pas une crise politique, c'est à la société civile de s'organiser parce que les animateurs de la CENI sont délégués par la société civile. La crise alimentaire sont des questions de développement, de véritables politiques publiques. Donc moi j'estime que la vraie crise ici, c'est la crise sécuritaire. Et ce n'est pas simplement à Goma ou à Bukavu. Même nous ici à Kinshasa, nous souffrons. Il y a des braquages à plein jour. Il y a des enlèvements. Donc il y a un problème d'ordre des politiques publiques dans le secteur de sécurité et de défense. Comment résoudre cette crise militairement lorsqu'un haut gradé de l'armée, général d'armée de surcroît, gouverneur militaire, vous dit que l'État ne contrôle pas les troupes? Là on dit, on fait rapport au président de la République, ils ont placé 1000 hommes, en réalité il n'y a que 200.
Là où il faut que les militaires puissent se nourrir ou être nourris pendant 1 mois, les militaires sont nourris 15 jours sur 30. 8 fois pour identifier le veuve des militaires. Il y a un problème en termes d'organisation. L'autre fois, je disais sur un plateau, le problème, ce n'est pas appeler les jeunes de s'enrôler dans l'armée. Parce que nous nous battons, si c'est le Rwanda a une armée de 37 000 hommes. Or, le Congo a une armée de 150 à 160 000 hommes, plus 34 000 réservistes. Quand vous prenez les 2000 militaires ougandais venus ici dans le cadre de mutualisation des forces, 10 000 mercenaires, la force régionale, 17 000 militaires de SAMI d'IRC, donc Salah Sadek. Donc il y a de quoi à se poser des questions. Est-ce que le problème n'est pas lié à l'organisation, à la chaîne de commandement? Est-ce que le problème est lié au nombre de militaires? Le budget militaire du Rwanda, c'est 165 millions de dollars. Nous, on parle de 1 milliard. On parle d'1 milliard. C'est 7 à 8 fois plus grand que le budget militaire du Rwanda. Où se trouve le problème? C'est de là que nous devons commencer à réfléchir et de proposer de véritables solutions. Si à Kinshasa, moi je crois, il n'y aura rien. Martin Fayulu s'est tiré des balles parce qu'il n'y aura rien. La crise, elle est d'abord sécuritaire. Comment mettre fin au phénomène Mobondo? Ce n'est pas la rencontre moi et Tshisekedi. Ce n'est pas la rencontre moi, Fayulu Tshisekedi, ce n'est pas la rencontre Jamakaboun Tshisekedi, mais de véritables politiques publiques et une bonne prise en charge de nos services de sécurité, de l'armée et de la police. Monsieur le coordonnateur, on va essayer d'être contextuel. Martin Fayulu fait un discours, il demande à Nangar d'arrêter les bruits des armes, il demande à Kabila de se retirer de Goma, il demande à Tshisekedi de les recevoir pour qu'ils échangent, pour trouver comment ensemble ils vont devoir faire face à la crise. Vous vous dites qu'il ne faut pas parler à Kinshasa. C'est pas très contextuel. Je pense qu'il faut commencer par nous dire qu'est-ce que vous pensez d'abord de la démarche de Martin Fayulu, la première des choses. Et la deuxième des choses, est-ce que le fait que Fayulu s'est rallié à Tshisekedi en voulant créer un camp de la patrie, ça peut être un pas vers un dialogue, parce que c'est ce qu'il a demandé, un dialogue qui impliquerait aussi ceux qui sont au front avec les armes. D'abord, au jour d'aujourd'hui, si nous prenons le caractère multidimensionnel de la crise, Fayulu fait partie de la crise, parce qu'il réclame jusqu'aujourd'hui d'être le président élu. Même si cela semble dépasser déjà, parce qu'on est élu président pour 5 ans, il a été élu en 2018, nous sommes en 2025. Donc ça semble déjà dépassé, mais il tient à ça. Donc il fait partie de la crise. J'ai parlé du caractère multidimensionnel de la crise. Donc il s'agit d'une crise de légitimité. Mais il faut se parler. Mais avec qui? Est-ce que lorsque les politiques vont se parler pour résoudre cette crise de légitimité, ils vont prendre en compte les comportements des acteurs qui vont animer la CENI dans les prochains jours? Non, mais restons d'abord. Je suis là. Là, vous allez un peu dans le futur. Mais restons dans le présent. Je suis politique, je dois projeter. Comment vous jugez d'abord le rapprochement? Le rapprochement politique, c'est normal. C'est normal. D'ailleurs, aucune loi interdit aux Congolais de se rencontrer entre eux. Mais ils se sont rencontrés pourquoi? C'est là que je suis. Je suis en train de te dire, s'ils se sont rencontrés pour telle crise, cette crise-là dépasse leur... Ils ne se sont pas rencontrés pour une crise. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés président, pour voir ensemble ils peuvent faire l'escalade. Mais c'est ça la crise. Propose la création du camp de la patrie. Mais président, c'est ça la crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils se sont rencontrés pour discuter comment absorber la crise. Voilà. Je parle de la crise. Ça débauche sur deux choses. Fayulu propose les camps de la patrie. Et les camps de la Fayulu n'a pas proposé le dialogue de la Cinco. Je peux être direct avec vous. Parce qu'après son discours, Fayulu avait tenté de joindre par téléphone le cardinal Fridolin Mbongo pour lui proposer ça. La réponse était claire. Prenez ces morceaux, envoyez à Fayulu. La réponse était claire. L'Église catholique n'a pas besoin d'intercesseurs. Parce que lorsque les évêques mettaient fin à leur mission, leur tournée, le cardinal Mbongo lui-même avait saisi Tshisekedi par un message téléphonique. Et pour le cardinal Mbongo, Tshisekedi avait lu, mais n'a jamais répondu.
Et Fayoulou connaît cette réponse. Vous allez comprendre que Fayoulou s'était déjà écarté de la logique du dialogue Senko et CC. Pendant son discours, Fayoulou n'avait pas fait allusion à ça. Mais non, au sortir de... Mais au sortir, mais la question... De l'audience, il dit qu'il a dit au président de la République de recevoir... En politique, rien ne s'est fait au hasard. Oui. Est-ce que Fayoulou était distrait pendant son discours? Vous le pensez? Pourquoi vous prenez les discours et vous ne prenez mais pas... Tout part de là, mais tout part de là. C'est comme si vous me demandez de réfléchir à moitié. Tout part de là, de son discours. Réfléchissons alors en global. Alors, il fait un discours qui dit, s'il vous plaît, qu'on permette aux téléspectateurs de comprendre. Fayoulou fait un discours, il dit « Je veux rencontrer Tshisekedi pour qu'on trouve comment escalader la crise ». Il rencontre Tshisekedi, il lui propose d'emboîter les pas que propose la Senko et le CC. Où se trouve l'incohérence? D'abord, Monsieur le Président, lorsque Fayoulou s'était retiré avec Tshisekedi pendant des heures, il n'y avait ni Devos, il n'y avait ni Maman Chantal, il n'y avait ni Epenge, il n'y avait ni Lexis. Il s'était retiré à deux pendant des heures du temps. Si je me pose aussi, je vous pose la question, je me permets de vous poser la question. Qui vous a dit que c'était l'option levée par les deux individus? Vous qui vous a dit que c'était les contraires? Non, moi je n'ai pas commenté sur ça. Moi c'est pourquoi. C'est pourquoi on doit s'en tenir à ce qu'ils ont dit. Mais c'est pourquoi j'ai voulu commencer par son discours. Oui. Après nous allons rallier le discours de Fayoulou et l'interview au Palais de la Nation. Oui. Refuser de parler du discours, c'est accepter la fin de son parcours. Fayoulou était dans cette logique depuis les élections de 2023. Fayoulou était en deal avec Tshisekedi depuis les élections de 2023. Posez-vous la question, qu'est-ce qui avait poussé Fayoulou de refuser le dépôt de candidature de tous les membres de la Mouka et SIDE pour que Fayoulou enfin décide de déposer sa propre candidature, en sachant dans la technique électorale, ceux qui battent campagne pour le président de la République, ce sont des candidats députés provinciaux et nationaux. Parce que si Fayoulou vient à Kinshasa battre campagne, il va tenir un seul meeting. La campagne, c'est pour un mois. C'est quoi la continuité s'il n'y a pas de candidats? Donc, Fayoulou était dans une logique de crédibiliser un processus en sachant qu'il aura des dividendes après. Et je vous informe aujourd'hui, Fayoulou est là parce que Tshisekedi lui a dit, c'est lui son dauphin. C'est pourquoi, mais c'est ça la vérité. Les dauphins de Tshisekedi, c'était Jean-Pierre Bemba. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Et dit Fayoulou, et ni Jean-Pierre Bemba va me contredire. D'où tenez-vous ces précisions? Je vous l'ai dit, je suis en politique et le droit à l'information est garanti par la Constitution. C'est à vous de refuser d'être informé ou d'être informé. Fayoulou, quand on a arrêté Roger Lumbala par le tribunal antiterroriste de Paris, vous êtes informé que Roger Lumbala avait cité Jean-Pierre Bemba comme co-auteur. Et c'est là qu'il a empêché Tshisekedi de présenter Jean-Pierre Bemba au niveau international comme son dauphin. Et Tshisekedi s'est rabattu à Fayoulou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à cacher, c'est des notoriétés publiques. Il y a un conflit aujourd'hui entre Kassaïens et les Swahilophones. Et ça s'est dit sur la place publique. Dans la pensée de Tshisekedi, laisser le pouvoir à un Swahilophone, c'est accentuer la crise, il y aura règlement des comptes. Il faut trouver quelqu'un de l'Ouest. À défaut de Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi fait foi à Fayoulou. C'est ça la logique. Et c'est pourquoi Fayoulou s'était écarté de ces processus des évêques pendant son discours. Il n'était pas distrait. Il n'était pas aussi en train de somnoler. C'était fait à dessein parce qu'en politique, rien ne s'est fait au hasard. Et vous allez comprendre. Je vous donne un élément. Lorsque Fayoulou a été contacté par l'ambassadeur américain, après les consultations des Béran Kolongele, Fayoulou dira à monsieur l'ambassadeur, comme vous avez besoin de nous recevoir avec tous les opposants, moi, je prends l'engagement de les contacter tous, en brandissant la dernière déclaration signée par l'opposition. Je dis Kabila, Katumbi, Sesanga, Fayoulou. Mais posez la question à Fayoulou. C'était quoi la motivation de ne pas appeler tous les opposants, mais d'appeler simplement Delis Sesanga? Il avait, je cite les noms des gens qui sont acteurs, des grands leaders. Il avait appelé que Delis Sesanga. C'est Katumbi qui va apprendre cela par ses canaux extérieurs. C'est là qu'il va demander vite
à Dieudonné Bolengeteng, secrétaire général, de se rendre. Et quand Bolengeteng est arrivé, c'est sans innocent, parce que lui aussi a été contacté. Katoum, Fayoulou surpris de voir Bolengeteng. Donc Fayoulou était dans un schéma depuis longtemps. Et à l'époque, pendant la campagne, moi je le disais, personne croyait à ce que moi je disais, parce que ici la logique c'est que Fayoulou est trop grand, moi je ne peux pas détenir des informations sur Fayoulou. C'est ça aussi notre malheur. Fayoulou était dans cette logique depuis longtemps et il continue d'être là. Si aujourd'hui Fayoulou estime qu'il faut que Kabila quitte Goma, la question elle est simple, Kabila va aller où? Là où il était avant qu'il n'arrive à Goma. Donc vous prenez plaisir de voir des citoyens en exil qui chez eux. C'est ça le plaisir. Alors que dans le passé, tu sais que du Fayoulou, ils avaient refusé de signer les conclusions du dialogue de Saint-Sylvestre parce que Katoum était en exil. Et c'était Katoum qui avait décanté la situation en leur disant, si c'est moi le blocage, laissez-moi ici signer. Alors que les mêmes personnes prennent aujourd'hui plaisir de voir d'autres citoyens aller en exil. Pourquoi Fayoulou ne proposerait-il pas que Kabila rentre à Kinshasa et puisse prendre langue avec Tshisekedi directement? Pourquoi Fayoulou veut voir Kabila quitter Goma pour l'extérieur? Mais est-ce qu'en disant qu'il faut emboîter le pas du dialogue que propose la Cinco et le CC, c'est pas ça en fait? Il s'est rebiffé parce qu'il y a eu clamé. Après son discours, personne n'arrivait à comprendre comment Fayoulou pouvait bypasser ces dialogues, ces processus, pendant que lui s'était fait évangéliste du même processus. Il voyageait partout pour faire accepter le processus. Donc vous pensez que Fayoulou s'est écarté de la Cinco? Je vous ai donné même, je vous ai fait même confidence du réponse du cardinal Ambongo à Fayoulou, qui n'avait pas besoin d'intercesseur. Très bien, j'espère qu'à ce sujet nous avons compris. Deuxième sujet que nous avions prévu, Jean-Pierre Bemba accuse Kabila de ne pas être congolais. Il accuse Katumbi d'avoir des caches d'armes dans sa ferme. Il accuse la Cinco de vouloir assassiner le président de la République. Des accusations gravissimes sur Top Congo. Quelle lecture vous avez fait de ces accusations? Du reste, d'une autre personnalité, ministre de Non, je ne crois pas que Bemba est une personnalité. Bemba s'est comporté exactement comme Gilles Mouniré sous les bois de la 10e rue. Quand vous êtes un homme d'État, il y a des langages à ne pas tenir sur la place publique. Ce que Bemba a fait, seul Congolais peut croire à Bemba, peut dire que Bemba est homme d'État. Bemba, c'est un parlementaire debout, excusez-moi, au sein du gouvernement. C'est un ancien vice-président de la République. On peut être président sans être intelligent. Zouma n'a jamais été à l'école, mais il était président. Zouma, en Afrique, il a dirigé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de Jean-Pierre Bemba. Mais c'est ce que je vous réponds parce que vous avez dit qu'il était vice-président. D'ailleurs, il a été vice-président parce qu'il avait pris les armes. Il n'était pas vice-président parce que nous avons voulu qu'il soit vice-président. Vous pensez qu'il faut pas il avait forcé une porte pour qu'il soit là où il est. C'est de l'intelligence aussi. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est de la malhonnêteté. Il a tué. Je vous réponds. Bemba dit que Kabila n'est pas le fils de son père. Je crois que Kabila doit être triste. C'est le Congolais le plus triste de nous tous. Kabila, on refuse que sa femme est sa femme. Kabila, on refuse à Kabila d'être le père de ses propres enfants. On refuse à Kabila d'avoir une famille, d'avoir des sœurs, des tantes, des oncles. On refuse même que Kabila avait accompagné son père pendant que nous avons vécu cela. C'est l'unique homme sur terre qui n'a ni famille, ni collègue. Ça, c'est selon Bemba et Tshisekedi. C'est l'unique personne. Non, s'il vous plaît, c'est Bemba qui Non, c'est lui qui avait commencé. Moi, je suis en politique, c'est lui qui avait commencé. Bemba a suivi son chef. Bemba dit Kabila n'est pas le fils de Mouzé. Bemba avait signé quel certificat de naissance de Kabila? Dans quel hôpital? Où Mouzé avait appelé, invité Bemba, vient signer. Cet enfant, c'est l'enfant de ma femme, ce n'est pas mon fils. On doit quand même être sérieux. On doit être sérieux. Est-ce que c'est honnête, moi, Marley, de dire aujourd'hui que Bemba n'est pas l'enfant de Jeannot Bemba? Je vais motiver ça comment? Et vous dites, cet homme-là, c'est un homme d'État. Sauf au Congo qui doit être homme d'État.
Même dans un pays où la loi n'existe pas, Bemba ne peut pas être qualifié d'un homme d'État. D'ailleurs, la personne présentée comme père biologique de Kabila par Jean-Pierre Bemba, ce monsieur s'appelle Martin Kasongo. Il n'est pas rwandais comme Bemba l'a prétendu. Il est Moulubakati. Il a été ministre des Transports, Justice, Affaires intérieures et Communication du gouvernement Soumialo. Donc Bemba a fait montre d'un lettrisme historique exagéré. Comment à ce niveau il peut ignorer l'histoire de son propre pays, mais il prétend diriger cet État? Martin Kasongo était ministre ici, il est Moulubakati. N'est-ce pas Kabila Joseph nous dit chaque jour qu'il est Katangé? Les Lubakati sont les Balouba du Katanga. Donc Bemba s'est trompé, Kabila a raison. Il est Congolais du Katanga. Il dit encore que Jeannette Kabila est la tante à Joseph Kabila. Mais si Jeannette Kabila est la tante à Kabila, donc Jeannette Kabila est la petite sœur à Martin Kasongo qui est Moulubakati. Donc Jeannette Kabila aussi est Congolais. C'est sur ce, Bemba doit présenter des excuses à la nation, s'il est homme d'État, pour avoir menti. Il dit encore que Kabila a payé 66 millions par an au Rwanda. Si je n'étais pas devant vous, j'allais dire que je retire le diplôme de l'économie à Jean-Pierre Bemba. On ne peut pas échouer dans son propre domaine. On peut commettre des erreurs, mais pas échouer. Le budget du Congo en 2001 était évalué à pas plus de 300 millions de dollars. Les archives sont à la Banque centrale. J'en ai malheureusement mon téléphone cet état. Comment, avec 300 millions, vous pouvez payer une dette de 66 millions sans avoir un déficit budgétaire? Vous dites que Bemba a fait les études économiques. Il dit en 2002, Kabila avait payé 800 millions de dollars au Rwanda et à cette époque-là, le Congo avait subi un déficit budgétaire. Alors qu'en 2002, le budget du Congo était de 350 millions. Dans le Burundi, il y a 500 000 dollars. Salaire, il y a 100 000. Si on a foutu, il y a 500 000. On connaît le déficit où on a consommé. C'est que le budget a été consommé par la dette. Alors le pays fonctionnait comment? Parce que la dette payée était 3 fois supérieure au budget de l'État. À sachant aussi, Bemba ne le dit pas, le budget ce n'est pas de l'argent à main. Ce sont des prévisions, de l'argent à chercher, à mobiliser. Alors comment, chaque mois qu'on mobilisait, on s'acquittait d'une dette. Chaque mois qu'on mobilisait, on s'acquittait d'une dette. Alors le pays fonctionnait comment? Le militaire était payé comment? Les fonctionnaires de l'État, les institutions. Mais aussi en 2003 jusqu'en 2007, c'était Bemba qui était le vice-président en charge de l'Ecofin. Donc c'est Bemba qui a payé pendant 4 ans. Si c'est une trahison, Bemba aussi a trahi. Il a payé une dette pendant 4 ans. Il était le vice-président en charge de l'Ecofin. À sachant que sous l'M+4, les Congos étaient gérés comme une jungle. Personne n'écoutait personne. Donc Bemba, non seulement il payait, mais il exécutait aussi de l'ordre venant d'un Rwandais. Parce que pour lui, Kabila, c'est un Rwandais. Donc c'est un Congolais qui a vendu son pays chez un Rwandais. Bemba dit que Katumbi avait quitté ce pays par voie de pirogue en traversant vers la Zambie. Ça c'est grave. Bemba doit démissionner comme ministre des Transports. Il doit démissionner. Donc il ne contrôle rien dans son secteur. Katumbi a quitté le Congo par l'aéroport international de Luano au mois de septembre 2024. Avec l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile et le passeport de Katumbi avait reçu les sceaux de la DGM. Il n'a qu'à aller poser la question à Kassantou, le directeur général de la DGM. Alors, quand vous gérez et que vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe dans votre secteur, mais vous voulez être président pour gérer tous les secteurs, alors à ce moment-là, Bemba va gérer quoi? Il dit encore, il va plus loin, que lorsque le chauffeur de Katumbi, M. Tchétché, était arrêté, pendant l'audition, Tchétché leur avait révélé qu'il y a des caches d'armes dans les multiples fermes de Katumbi. Il y a eu 4 perquisitions dans les fermes de Katumbi. Combien d'armes récupérées? Combien d'armes? Il confond encore. Lui qui gère
l'RVA. Je cite maintenant. Je cite, non, Okay. mais je dois citer, je dois rencontrer les propos de Bemba pour que les parlementaires me posent des bonnes questions. Très bien. Lui, Bemba, qui, l'RVA est sous son titel, l'autorité de l'aviation civile, il confond même là. Il dit la piste de l'aérodrome de Mulunde à 1500 mètres. Alors que cette piste n'a que 900 mètres. Appelez vos amis à Lumbashi, à Kachoboué, partout, ils vont vous dire, cette piste n'a que 900 mètres. Mais c'est lui qui nous gère, qui gère ce secteur, il parle de 1500 mètres. Bemba dit que les évêques ont tenté de tuer Félix Tshisekedi pour gagner quoi? Mais dans la théorie du complot, le complot ne peut pas venir de l'extérieur sans l'intérieur. C'est là que je demande à ce que Bemba soit attendu. Parce que dans la théorie du complot, soit il a participé là où on a organisé ce complot, soit il a attendu de quelqu'un de l'extérieur. Alors, pour couper court, il doit être attendu par les services. Je me pose d'ailleurs la question depuis ces jours-là. Comment Bemba a tenu de tels propos gravissimes? L'ANR a laissé que Bemba prendre l'avion pour Kolwezi. Imaginez que l'un de nous tenait ces propos. Celui-là, sa maison allait se transformer au siège de la DEMIAP ou de l'ANR. Parce que c'est des propos graves, tendant à créer même une guerre civile. On ne parle pas d'un garçon de la rue, même un garçon de la rue, le tuer c'est un problème. Mais on parle d'un président de la République. Il parle d'un président de la République dans un pays où l'État, déjà déboulonné jusqu'aux dernières racines, Bemba veut mettre les faits. Moi, je trouve que Bemba, c'est le principal agent de la balkanisation de notre pays. Là où les gens sont à la recherche de la cohésion nationale, des idées pour mettre les fils et filles du pays autour d'une table afin de résoudre le problème que nous faisons face, lui, il préfère mettre de l'huile. Mais en même temps, en politique, il ne faut pas prendre ça au hasard. Tu sais qu'il n'a pas besoin actuellement d'aller en dialogue. Parce qu'aller dans ce dialogue aujourd'hui, ça va fragiliser Tshisekedi. Il va partager son pouvoir, il va faire ceci. Alors qu'après discussion avec Fayoulou, c'est lui qui a demandé à Fayoulou de dire qu'il accepte de recevoir et tout ça, tout ça. Or, selon mes sources, Tshisekedi pense obtenir ce dialogue vers 2027 ou 2028. Ça peut être une réponse aux évêques et à Fayoulou qui croit avoir convaincu Tshisekedi. Ça peut être une réponse. Dites-leur qu'on résout d'abord tel problème. Bemba a dit, il y a tel d'autant de problèmes qu'il faut résoudre avant d'aller dans ces dialogues. Vous allez vous souvenir, sous Kabila, c'était comme ça. Ils vont tirer des choses à la longueur jusqu'à ce que Tshisekedi va voir. Parce qu'en réalité, il a aussi besoin de glisser. Lorsque nous allons aller dans ces dialogues, il y aura glissement de 2-3 ans. Alors, aller à ce moment-ci, avec les 3 ans restants, Tshisekedi ne va pas glisser. Donc, il a besoin que nous puissions atteindre 2027, 2028 pour ce dialogue. Mais moi, je crois humblement que Bemba a menti la nation, surtout lorsqu'il dit que le DG de la CNCS a bloqué une ordonnance délibérée au Conseil des ministres afin de trouver les moyens pour augmenter la flotte du Congo Airways. Vous voyez vraiment une ordonnance délibérée au Conseil des ministres par le président de la République être bloquée par un DG. Merci beaucoup, M. le coordonnateur. C'est à moi de vous dire merci. Après cette brillante intervention, prendre quelques questions de parlementaires. Nous allons commencer par l'honorable Exaucé, rapporteur du Parlement étudiant, et l'honorable Aboubakar Sekeba. On peut trouver de quoi noter à notre invité. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Je prends la parole suite à la publication de notre invité d'honneur sur ses comptes X ainsi que Facebook, relayé massivement par plusieurs médias en ligne et intitulé « Merley Vouvou fait des graves révélations sur Bemba ». Il répond avec des preuves à ses propos sur Kabila, la Senko, Katumbi et les assassinats. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, cette publication
pour les moins troublantes, soulève des interrogations légitimes, tant sur les fonds que sur la logique de l'argumentaire présenté par notre invité ici présent. Elle appelle, me semble-t-il, un besoin de clarification, surtout en présence de son auteur devant cette auguste assemblée. Dans sa réponse à l'honorable Jean-Pierre Bemba, M. Merley vous affirme que Martin Kassongo, présenté par Bemba comme le père de Joseph Kabila, serait un Congolais originaire du Katanga. Il en déduit alors que si Joseph Kabila est le fils de Martin Kassongo, alors dans ce cas, des figures, il est bel et bien Congolais. Honorable Président, permettez-moi de relever ici une incohérence majeure dans ces raisonnements. Il reproche à Bemba d'attribuer une filiation douteuse à Joseph Kabila, en l'occurrence à un père rwandais, mais ne propose lui-même aucune preuve réfutable pour appuyer sa propre version des faits. Pire encore, son raisonnement repose sur une hypothèse circulaire. Si Martin Kassongo est congolais et que Joseph Kabila est son fils, alors ces derniers est congolais. Mais en affirmant cela, il suppose comme vrai la filiation et il suppose comme vrai la filiation même que Bemba conteste sans les démontrer. Or, on ne peut réfuter une affirmation en reprenant la même prémisse sans preuve, au risque de tomber dans une répétition des principes. Le point central du débat, rappelons-le, ce n'est pas l'origine de Martin Kassongo, mais bel et bien l'identité du père biologique de Joseph Kabila. Si Bemba conteste qu'il soit les fils de Laurent Désiré Kabila, la seule réponse véritable serait d'en établir clairement la filiation, et non de la contourner par un raisonnement indirect et équivoque. Dès lors, j'invite notre invité à clarifier cette question de manière directe et sans détour. Qui, selon lui, est le véritable père de Joseph Kabila? Est-ce Martin Kassongo ou Laurent Désiré Kabila? Cette réponse est non un enchaînement des suppositions que l'opinion entend de vous. Merci, honorable président. Merci, honorable exaucé. Monsieur le coordonnateur, pour nous préciser, est-ce Martin Kassongo ou Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila? Une question pertinente. Moi, je n'ai pas fui de rencontrer Jean-Pierre Bemba. J'ai dit par rapport à ce que Jean-Pierre Bemba dit. Jean-Pierre Bemba avait dit que le père de Joseph Kabila, c'était un ancien maquisard à chapeau. La photo circule. La personne s'appelle Martin Kassongo. C'est là que j'ai dit, si c'est lui que Jean-Pierre Bemba présente comme le père de Joseph Kabila, c'est que Jean-Pierre Bemba donne raison à Joseph Kabila. Joseph Kabila est congolais parce que Martin Kassongo est congolais Moulubakati. Je donne d'abord une précision qu'il est Moulubakati. Mais sur Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré Kabila. Dès son vivant, Kabila nous présentait un seul enfant. Vous êtes journaliste, vous êtes parlementaire. Montrez-moi, en dehors de Joseph Kabila, Mouzé nous présentait encore qui? C'est la seule preuve d'abord. C'est là que je venais de vous dire ici, est-ce que moi je peux nier la filiation de Jean-Pierre Bemba à la famille de Jeannot Bemba Saolone? Lorsque Bemba Saolone a lui-même nous a présenté Jean-Pierre Bemba comme son fils. Mouzé nous a tous présenté Joseph Kabila comme son fils. Il a même dit à Colette Brackman que mon fils avait conduit les fronts nord de l'armée de la libération vers Kisangani. Qui est le fils de Mouzé qui était militaire? À part Joseph Kabila. Vous voulez encore quelle preuve? La question, s'il faut la poser à Jean-Pierre Bemba. Vous mettez la vidéo de Mouzé Laurent Désiré Kabila, vous posez la question à Jean-Pierre Bemba. Ici, Mouzé parle de qui? C'est à lui de répondre. Moi, je l'ai contredit. J'ai affirmé aussi ce qu'il a dit. Il a dit le père de Joseph Kabila, c'est un compagnon maquisard de Mouzé en chapeau. Alors, la personne en chapeau dans cette photo s'appelait Martin Kassongo. Du côté Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas à dire parce que lui-même de son vivant, il ne nous avait jamais présenté Etienne Kabila, ni Ibrahim Kabila, ni aucun autre enfant, à part Joseph Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila. À Washington, on lui pose la question, le pays est attaqué, vous êtes ici. Il dit, mon fils est là. C'était quel fils? Quand il dit, mon fils est là, il va gérer. Il parlait de quel fils? Il parlait de Joseph Kabila qui était le chef d'état-major adjoint en charge des forces terrestres.
Ce n'est pas un débat, c'est connu de tous. Alors, pourquoi avoir même si détenu ces informations? Il dit, c'est depuis longtemps avant d'aller dans la rébellion qu'il détenait ces informations. Pourquoi il n'avait pas mis ces informations sur la place publique dès lors que Mouzé était vivant? Pourquoi avoir attendu que Mouzé soit mort, que lui-même puisse aller à plusieurs accords avec ces Rwandais qu'il qualifie aujourd'hui, pour venir après? C'est une façon de flatter sur ce qu'il dit. C'est un mauvais comportement pour notre classe politique. Même les mêmes des critiques disent de n'importe quoi sur Kabila aujourd'hui. Les gens qui étaient d'ailleurs prêts même à aller engrosser des filles et donner le nom de Kabila à ces enfants-là. Aujourd'hui, ils sont là en train de critiquer Kabila. Ça dit, soyez plus élégants dans le langage. Ils ne sont pas élégants. N'emboîtez pas leur part. Non, attends. Nous sommes dans la logique de la révolution. Dans la révolution, il n'y a pas d'élégance. Il n'y a pas d'élégance. Parce que ces gens-là ne sont pas élégants, ils jouent de notre intelligence, ils jouent de notre morale. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un comme Mendy, qui avait traité Etienne Tshisekedi de souffrir de plusieurs maladies cérébrales, mais aujourd'hui il nous dit que Kabila, il était manipulé par Kabila. Est-ce que vous comprenez dans quel état nous vivons? Donc mon frère, monsieur le rapporteur, ici je crois avoir répondu à votre question. L'identité de Kabila est connue. Merci beaucoup. Il est le fils de Mouzé. Personne ne peut lui enlever ça. Les débats politiques, d'ailleurs, moi je trouve malsain parce que même le discours de Bemba nous rapporte quoi? Merci beaucoup. On va prendre l'honorable Aboubakar pour sa préoccupation et l'honorable Blessing se prépare. Une minute 30 secondes, honorable Aboubakar. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je vous présente mes civilités. Merci. Je salue en passant l'intervention de notre invité d'honneur qui, en effet, semble être pertinente. Semble ou est pertinente? Qu'est-ce que vous dites? Elle est pertinente. Merci. Notre invité d'honneur illustre par la facilité avec laquelle il critique tout et tout le monde, sauf lui-même. Il excelle dans l'art de la dénonciation, mais évite soigneusement les fonds du débat, préférant les raccourcis argumentatifs et les connexions des doutes pour esquiver les vraies questions. Honorable Président, je souhaite poser une série de questions à notre invité d'honneur. Cher monsieur, mes respects, je me lance donc. Voici donc mes questions. Selon vous, quelle aurait été la bonne attitude à adopter pour Martin Fayulu? Devait-il, comme l'ancien président de la République, se rendre à Goma pour les consultations? Fallait-il qu'il crée sa propre rébellion ou encore prendre les chemins de l'exil comme les présidents du parti Ensemble pour la République? Peut-être aurait-il mieux fait de se taire comme d'autres figures restées silencieuses face à cette crise? Et en définitive, le tort du président de décider, est-ce d'avoir rencontré l'actuel président de la République, quels qu'en soient les motifs et les moyens, ou est-ce simplement d'avoir refusé la voie des armes au nom de la paix et du dialogue? Monsieur le coordonnateur, plutôt que de s'aimer les doutes, quel conseil constructif et responsable pouvez-vous formuler à l'endroit de l'opposant Martin Fayulu face à dans ce contexte national de crise? J'ai dit honorable président. Merci honorable Aboubakar. Monsieur le coordonnateur, pour rencontrer les préoccupations de l'honorable Aboubakar. Merci monsieur le président. Je vais commencer de répondre par la dernière question. Je n'ai pas de conseils à donner à Martin Fayulu.
Parce qu'il ne m'avait pas aussi consulté avant d'y aller. Il avait pris soin d'aller sans m'appeler, je ne connais pas son carnet, je ne savais pas de quoi il allait discuter avec Tshisekedi. Alors vous me demandez des conseillers dans le vide. Je n'ai pas de conseils, je constate. Il fallait plutôt me demander quel est le constat que je fais par rapport à l'attitude de Martin. Deux, vous me posez la question sur quel est le tort de Martin Fayulu. Vous savez, nous sommes en politique. La politique, c'est un terrain où le rapport de force est accepté. Quelle était l'attitude de Martin Fayulu de refuser tout le main tendu par Kabila pendant pendant qu'il subissait le même problème? Est-ce parce que Kabila était de courte taille? Est-ce parce que Kabila ne parlait pas beaucoup? Il fallait rencontrer quelqu'un qui parle beaucoup? Non, cher ami. Ici, on résout les problèmes lorsqu'il y a des bonnes propositions. Il fallait nous poser la question. Ceux qui nous dirigent, ceux qui ont la direction de la République, ils nous proposent quoi afin de réfléchir. Même pendant les épreuves d'examen d'État ou de dissertation, on nous propose des sujets à réfléchir. Le gouvernement ne nous propose rien. Plutôt quand vous proposez, il vous traite d'être de poison rwandais. Quand vous proposez, vous êtes des mèches avec l'Ouganda. Toute proposition qui ne cadre pas avec leurs pensées est considérée comme venant du Rwanda. C'est une attitude à décourager les esprits. Ils ne sont pas réceptifs, ils rejettent tout. Ils donnent même des qualificatifs très nauséabonds aux autres. Par exemple, quand vous dites Martin Fayulu est allé, c'était quoi son attitude? Est-ce qu'il devait rester à rejoindre Kabila Goma, prendre les armes? Devait-il faire comme l'ancien président de la République? Mais cette question de Goma commence à nous fatiguer. D'abord, je voulais que quelqu'un nous dise ici, ce Goma-là appartient à quel pays? Si toute personne qui va se rendre à Goma est qualifiée de Rwandais, donc Bitou Keïta est une Rwandaise. Parce que Bitou Keïta était aussi avec les Rwandais que vous qualifiez de Rwandais. Non, il faut laisser les gens réfléchir. Si quelqu'un a quelque chose à porter pour trouver une solution à cette crise, il faut laisser les esprits libres. On n'encourage pas la prise d'armes pour que nous ne demandons pas à Kabila d'aller prendre les armes, mais nous demandons à Kabila, si, avec son expérience, il ne faut pas oublier que Kabila, pendant qu'il était au pouvoir, il a combattu le M23, il a combattu la CNDP, il est allé dans plusieurs négociations avec le même pays, avec le même groupe. Il peut être une solution. Mais simplement, par notre agir, nous sommes en train de pousser Kabila dans ses limites. Est-ce que nous ne pouvons pas attendre à ce que Kabila puisse finir ses consultations? Parce qu'il n'est pas au pouvoir. Il ne va pas appliquer les résolutions de cette consultation. Il ne va pas l'appliquer. Alors pourquoi nous sommes pressés? Pourquoi nous donnons des étiquettes? Les évêques sont allés à Goma, ils sont devenus M23. Est-ce que c'était encore Kabila lorsque les évêques s'étaient rendus à Goma? Vous avez suivi avec nous tous. Même Kabouya, l'expert en matinée politique sous les bois, il a qualifié des évêques d'être en connivence avec le Rwandais. C'est-à-dire ici on prive tout le monde. Personne ne peut réfléchir, personne ne peut proposer des solutions. Si vous proposez, vous êtes Rwandais. Si vous proposez, vous êtes en connivence avec Kagame. Alors que eux, qui pensent aimer le pays plus que nous tous, ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien. Parce que nous sommes aujourd'hui 14, hier on était le 13, hein? Le 13 juin, c'était les 3 ans, jour pour jour, que Mounagana était pris par le M23. Qui en parle encore? Moi, je ne refuse pas à Martin Fayulu. Chacun est libre. C'est ça d'ailleurs la vitalité démocratique. Si Martin Fayulu estime qu'il peut rencontrer, tu sais que je l'ai dit tantôt ici, aucune loi interdit aux Congolais de se rencontrer. Il en a le droit. Comme moi, je peux décider de vous rencontrer. Mais nous nous rencontrions pourquoi? Et pour quelle solution? La crise, elle est sécuritaire.
La plus grande crise, elle est sécuritaire. Martin Fayulu ne fait pas partie de cette crise. Lorsque Tshisekedi créait cette crise, Martin Fayulu n'était pas consulté. Parce qu'il faut le dire, le M23 aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est lui. Alors, à ce moment-là, Martin Fayulu n'était pas consulté. Le conflit entre le M23 et Tshisekedi, lorsque Tshisekedi avait reçu le M23, pendant 14 mois Kinshasa, qui a les informations sur le thème débattu pendant 14 mois entre les deux groupes? Tshisekedi, vous savez que le président Tshisekedi a toujours nié. Non, il avait accepté. Non, ça s'appelle. Il n'était pas au courant. Tshisekedi, c'est un champion en politique adamique. Il est responsable de rien. Mais quand il dit que c'est mon ministre de l'Intérieur qui les avait invités, il dit on m'avait demandé d'ailleurs de les recevoir. Il était informé. Mais comment vous dites alors que c'est lui? C'est juste une information. Mais justement, quand le président est informé, c'est pour donner des réponses, non? Il pouvait dire non, comment vous pouvez amener des rebelles, des criminels de guerre à Kinshasa sans au préalable m'avoir informé? Vous dites que Kabila avait défait les M23. Comment ils se sont retrouvés après avec Non, attends. Kabila avait défait les M23. Et c'est Tshisekedi qui est allé le Moi, ce que j'aime pas, que lorsqu'on débat politique, on touche à la mémoire collective de tout un peuple. La défaite du M23 en 2013, ça fait partie de notre histoire. Et le risque dit, la conscience collective d'un peuple, c'est l'âme d'une nation. Mais vous, quand vous dites que le M23 n'était pas défait, donc Mamadou Ndala était mort pour rien. On n'a pas dit ça, on dit mais Mamadou Ndala, je vous donne des éléments. Comment il se retrouve Je vous donne 3 éléments. Mamadou Ndala est mort pour avoir défait le M23. C'est ça la réalité. Mais il y a un rapport des Nations Unies lorsque l'État congolais et la MONUSCO disputaient l'ouverture des caches d'armes laissées par le M23 dans les montagnes de Tchanzour, dans notre pays en 2013. Il y a tout un rapport des Nations Unies où on avait trouvé que les armes... Attends, je vous donne pour vous dire que le M23 a été défait. Absolument. C'est pas ça ce que j'ai dit. Je veux juste que ceux qui nous suivent... comment tu sais qu'elle les a ressuscités? Comment les M23 de fait en 2013 se retrouvent à Kinshasa en 2019? Tu sais qu'elle trouve les M23 défait. On était dans un processus de dialogue à Kampala où Roger Lumbala s'était retrouvé porte-parole du M23 en état député national ici lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque avait retiré les numéros d'agrément à l'RCD de Roger Lumbala. Parce que Roger Lumbala, député national de son état, s'était retrouvé à Kampala contre les Congos comme porte-parole de la délégation M23. Roger Lumbala avait pris le chemin de l'exil. Il n'y a pas eu accord. Invitez toute personne que vous voulez de l'Union sacrée. En 2013, il n'y a pas eu accord comme le prétendent les gens de l'Union sacrée. Il y a eu des cahiers de charges. Vous tapez sur Google, déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. Il n'y a pas eu accord, il y a eu des cahiers de charges, des déclarations de chaque camp. Et Kabila est parti sans vouloir conclure des accords avec le M23. Alors que lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, décidé de recevoir le M23, il était en coalition avec les FCC. Pourquoi Tshisekedi n'avait pas consulté son partenaire? C'est ça la grande question. Ils n'étaient pas ennemis avec Kabila à ce moment-là. Ils étaient partenaires et dirigeaient ensemble. Pourquoi n'avaient-ils pas pris le soin de consulter Kabila? Pour que Kabila lui donne des grandes lignes. J'avais refusé de conclure un accord avec eux pour ça. Ça. Tshisekedi avait contourné son partenaire. Ça, c'est un. Deuxième élément. Tous les têtes pensantes de l'armée du M23 étaient ici à Ndolo. Moi, j'ai fait Ndolo avec eux. Les Biamou et autres. Kabila les avait arrêtés. Ces gens ont été libérés par Tshisekedi Félix au mois de mai 2019 par une simple lettre de Claude Ibalanki, collaborateur de Tshisekedi, nommé au mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba. Alors que le cahier des charges signé en 2013 parlait d'amnistie. Oui, Tshisekedi a contourné ces procédures, cette procédure pour les libérer via une lettre. C'est lui l'auteur. Et c'est comme ça que le M23 s'est ressuscité. Mais ils se sont dit quoi en 2013 pendant 14 mois? Qu'est-ce qui a fâché après avoir rencontré Tshisekedi?
Parce que tous nous sommes d'accord, je vous ai donné des références, vous pouvez chercher sur Google, Kabila n'a jamais conclu l'accord avec le M23. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est à lui de nous montrer, parce que l'accord conclu avec Kabila, avec la CNDP, le 23 mars 2009, est sur la place publique. Mais lui vous a dit qu'il n'a jamais signé qu'il ne les a jamais... Si je profite de votre micro pour poser la question à Tshisekedi, quel est le document qui avait sanctionné les rencontres pendant 14 mois? Il n'a pas... Oh, il a dit. s'il savait que son ministre de l'Intérieur avait rencontré, réussi le 23, ça s'appelle délégation du pouvoir. Parce qu'il n'avait pas interdit à son ministre, c'est qu'il avait accepté. Alors c'était quoi les documents qui avaient sanctionné? Non, ne soyons pas un peuple naïf. On nous amène dans un débat Kabila pour nous empêcher de contrôler Tshisekedi. Quand vous posez de vraies questions, vous avez vu Moutamba, il a réellement détourné. Mais il dit ce sont des Kabilistes qui veulent me salir. Donc en fait ici, Kabila, c'est le pressing. Je ne sais pas comment qualifier Kabila. Donc on nous empêche de le contrôler pour se rabattre à Kabila. Sur cette affaire du M23, le M23 version actuelle, Kabila n'est pas responsable. Merci beaucoup. Le responsable, c'est Félix Tshisekedi, sinon il doit nous dire pourquoi il a libéré tous les prisonniers arrêtés par Kabila. Je suis dans une minute. Oui. Comment, on peut réfléchir, nous avons tous appris la logique à l'école. Comment Kabila le M23, mais il défait le M23? Comment Kabila le M23, il arrête toutes les têtes? Ça on sait, c'est la politique. Non, attends. On peut être... Mais si c'était la... Monsieur le Président, il ne faut pas désorienter les esprits. Non, c'est que je vous dis, c'est vrai, les 48 lois du pouvoir. Non, mais justement, si vous ramenez Robert Brine pour expliquer les 48 lois du pouvoir dans le contexte congolais, il va changer beaucoup de choses. Parce que les contextes ne seront plus les mêmes. Attends, Kabila le M23, il défait le M23, donc il s'est défait lui-même. Kabila le M23, il arrête tout, je dis bien, toutes les têtes pensantes. Il s'appelle Biamungu. C'est lui la tête pensante. S'il est en liberté, il y a toujours des rébellions. S'il est en liberté, consultez l'histoire depuis 97 jusqu'à aujourd'hui. Si ce type-là est libre, il y a toujours des problèmes à l'est des massacres. Donc, tu voulais me dire que Tshisekedi était arrivé au pouvoir en étant ignorant de l'histoire? Il connaissait l'histoire. Mais comment il a trouvé Kabila le M23 à Kangi Batouana? Lui qui n'est pas M23, il reçoit le M23 que Kabila n'a pas fait. Lui qui n'est pas M23, il libère tous ces gens-là. Et il les libère sans mesure d'encadrement. Bon, ok. Tshisekedi a fait besoin de la paix, il les a libérés. Comment ils se sont retrouvés là-bas? C'est encore Kabila qui les a mis dans un avion. Nous vous avons compris. Honorable Blessing pour votre allocution et l'honorable John Sassongo se prépare. Une minute 30 secondes, on est en train de chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Permettez-moi d'évoquer ici une question qui s'adresse à la conscience collective de notre nation, mais également à notre invité d'honneur. Chers compatriotes, quel est l'apport du débat autour de la nationalité ou la prétendue paternité de l'ancien président Joseph Kabila dans la construction de notre pays? En quoi ces polémiques récurrentes contribuent-elles à sortir notre pays du gouffre social, économique et politique dans lequel elles se trouvent? Avons-nous besoin de gaspiller notre énergie sur de querelles identitaires stériles alors que le vrai défi, c'est lié au développement, à la justice, à l'éducation et à la sécurité nous presse de toutes parts? Je vous laisse méditer. Et enfin, une seconde question qui s'adresse particulièrement à notre invité d'honneur. Veuillez y répondre. Dans vos allégations, nous comprenons que Martin Fayulu ne peut plus vraiment être perçu comme étant le chef des files de l'opposition républicaine. Alors, qui, à votre avis, pouvez-vous désigner aujourd'hui comme étant le chef de file de l'opposition républicaine? Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Blessing. Monsieur le coordonnateur, à chaud.
Et l'honorable John se prépare. Après lui, l'honorable Enoch. Merci, Monsieur le Président. Tout de suite, je réponds à Madame Blessing, honorable Blessing. Les débats liés à l'identité de chacun de nous, c'est un faux débat créé pour des besoins politiques afin de nous empêcher tous de réfléchir et de voir clair. Parce que je ne peux pas comprendre un responsable d'un secteur, un grand secteur de la République, au lieu de nous expliquer le problème lié à ces secteurs, lui, il vient pour nous parler des identités. Alors que si vous fouinez bien, vous tapez sur Google, vous n'allez jamais trouver sur Wikipédia le nom de la mère de Jean-Pierre Bemba dans ses identités. Or, c'est la maman qui présente l'enfant à son père. Comme les Bakongo disent, Bana Bazare ba maman. Pour maman, mais lui, il ne parle jamais de sa mère. Ça dit c'est un faux débat parce qu'à un moment, tu sais qu'il disait que les parents naïe, bakoko naïe, bauta Angola na malange. Donc tu sais qu'il a aussi une partie de sang angolais. C'est un faux débat. Lui-même l'avait dit devant Jean-Marie Kazamba. C'est un faux débat, mais un débat comme je l'ai dit tantôt ici, la politique, il n'y a rien au hasard. Il y a des débats qui sont créés pour besoin de distraction. Enfin, vous savez, la pratique c'est quoi? C'est un principe en journalisme. Hein? Une information, tu es une autre. Donc, s'il y a un problème, constatez bien la classe politique, s'il y a un problème majeur et que le peuple prend ces problèmes à bras le corps, les politiques créent toujours des diversions, en créant des débats inutiles. C'est ça en réalité. Il ne faut pas faire foi à ce genre de débats. Nous avons répondu, c'était pour éclairer l'opinion. Que s'il faut fouiner, moi, une fois, j'étais allé à l'ambassade de la Belgique, au monitoring belge, j'avais sorti toute une liste de plusieurs dignitaires, je ne peux pas citer. Même dans la famille qui est aujourd'hui au sommet de l'État, il y a des Belges. J'étais surpris de voir même Zachary Bababa sur les Belges. Mais j'ai dit, j'ai la liste, j'étais allé, j'ai consulté le monitoring belge. Ça dit, c'est un débat. Au lieu de le faire sur un individu ou des individus, soit on décide comme un peuple, on ouvre cette question de nationalité, ou on laisse ça comme tel. Parce que quand Bemba soulève, je prends Bemba quand il soulève cette question, Soki Moutabo Tamina papa, étranger, maman congolais, est-ce qu'il n'a plus droit au choix? Il a le droit de choisir laquelle des nationalités il veut porter. Donc c'est un faux débat, madame, vous avez totalement raison. On nous empêche de discuter sur de vraies questions de développement. Les routes, l'agriculture, l'éducation, l'environnement. Vous allez voir, aucun ministre, même pendant leur émission télévisée animée par Mouyaya, il n'y a rien. Il n'y a rien du développement. Ils organisent des émissions gouvernementales où on invite des ministres par un autre journaliste appelé Mouyaya, qui se transforme même en dépositaire des herbes de fleurs. En fait, ces régimes, si nous ne prenons pas en charge, vous parlez de l'opposition républicaine. Non, le statut de l'opposition au Congo est défini. Nous ne sommes pas une société sans loi, nous sommes une société codifiée. Ce n'est pas à Martin Fayou de s'autoproclamer, sinon Kabila va aussi s'autoproclamer, surtout que l'opposition est plurielle. Il faut, à ceux qui ont la majorité, c'est ça la loi, de convoquer une plénière organisant les élections du porte-parole de l'opposition comme veut la loi. C'est là où on va savoir qui est le chef de file de l'opposition. Mais malheureusement, depuis que cette loi a été mise en place, depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, tous les deux pouvoirs évitent de doter l'opposition d'un porte-parole, d'un chef de file. Et chacun s'autoproclame. Et quand vous vérifiez, chacun est leader paroissial dans un coin. On vous dirait que Martin Fayou est plus fort dans les grands bandous de Kinshasa, Katumbi est plus fort dans les grands Katanga, Kabila est fort dans l'espace Wallophone, Tshisekedi lui-même avec l'IDPS, on ne parle que de l'espace Kassai. Alors que nous avons besoin de leaders nationaux et non paroissiaux. Mais non seulement des leaders pour avoir un caractère national, mais un vrai leader avec des idées claires et une vision pouvant permettre à la jeunesse de participer et de porter de véritables idées afin de définir
de meilleures politiques publiques ensemble. Merci beaucoup, honorable John Sassongo, pour son intervention, 1 minute 30 secondes. Et l'honorable Nox se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, avant tout propos, honorable Président, je voudrais vous remercier de la concession de la parole et saluer également l'intervention de notre invité d'honneur. Toutefois, en avouant, honorable Président, que j'ai peine à saisir la cohérence dans sa logique argumentative. Honorable Président, je m'interroge si notre invité d'honneur, M. Merley Vouvou, le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, ici présent, ne serait-il pas en train de jouer, consciemment ou non, le jeu de ceux-là qu'il prétend combattre du haut de cette tribune? Permettez-moi, honorable Président, d'être plus précis. En rappelant que lorsque l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'était adressé à la nation avant de se rendre, bien évidemment, à Goma, ceci d'ailleurs, sans consulter, bien évidemment, tous les membres de l'opposition avec qui il venait pourtant de signer une déclaration commune, Monsieur Merley Vouvou, ici présent, du haut de cette même tribune, honorable Président, a trouvé tous les mots pour justifier et défendre cette posture malgré de nombreuses accusations graves contre Joseph Kabila quant à un lien qu'il aurait bien évidemment avec la rébellion M23, ce qui a d'ailleurs entraîné tout récemment au niveau du Sénat l'arrivée de ces humanités. Aujourd'hui, honorable Président, un autre acteur de l'opposition choisit de rejeter la voie des armes et appelle à rejoindre le camp de la patrie dans un esprit républicain. Le même Merley Vouvou, honorable Président, s'emploie cette fois-ci à diaboliser cette démarche à travers une série de révélations que nous venons de découvrir du haut de cette tribune. Et à bien y regarder, honorable Président, vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des accusations qui ne reposent sur aucune preuve solide et qui ne peut être acceptées que par des faibles esprits, honorable Président, qui se privent le droit de juger. Honorable Président, chers collègues, la déclaration ou l'intervention de M. Merley Vouvou du haut de cette tribune nous permet ou nous incite effectivement de lui poser quelques questions de fond. Et parmi lesquelles nous voudrons savoir, honorable Président, ce que M. Merley Vouvou veut réellement. Qu'est-ce que vous voulez, M. Merley Vouvou? Voulez-vous devenir une vedette médiatique? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut les nier ici, mais M. Merley Vouvou a une notoriété aujourd'hui, même sur Facebook, quand il écrit, il est suivi, lu par plusieurs personnes. Est-ce le védétariat médiatique que vous cherchez, M. Merley Vouvou? Et deuxièmement, honorable Président, au-delà de l'agitation de notre invité, je voudrais savoir, M. Merley Vouvou, quelles sont vos propositions concrètes pour sortir notre pays, effectivement, de cette crise? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et qu'est-ce que vous faites, M. Merley Vouvou, vous, conjointement avec votre, je ne sais pas, mouvement dénommé Mouvement des révolutionnaires congolais, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que, honorable Président, dans un moment aussi critique de notre histoire, nous avons besoin effectivement de leaders constructifs et non des provocateurs sans boussole. Nous avons dit, honorable Président. Merci, honorable John. Je suis le coordonnateur pour rencontrer les préoccupations de l'honorable John. Merci, honorable Président. J'ai bien suivi, honorable John. Mais simplement, s'il y a quelqu'un qui veut le végétariat, c'est lui. Parce qu'il a fait exprès de ne pas comprendre tout ce que j'ai dit ici. Vous me demandez qu'est-ce que... Vous dites Kabila s'était rendu à Goma sans consulter d'autres membres de l'opposition qui, d'ailleurs, il venait à peine de signer une déclaration. Mais c'est la même chose que Tchik Fayulu. Il s'est rendu au palais de la nation sans consulter ceux avec qui il venait de signer une déclaration. Pourquoi vous ne condamnez pas? Alors c'est vous qui êtes à la recherche du végétariat, ce n'est pas moi. Parce qu'il y a eu deux individus, deux leaders qui ont posé le même acte, mais vous condamnez l'un, vous laissez l'autre. Vous me posez la question de savoir si qu'est-ce que je vais réellement. Ce que je vais,
je sais qu'avec cette classe politique, il n'y aura plus rien. Je veux la conscience collective, surtout de notre génération. Les mains de tous ces gens-là, je refuse de citer parce qu'ils sont tous connus. Hier, ils étaient moboutistes, plus que les enfants de Mobutu. Mais personne, depuis que Mobutu, son corps a été déposé au Rabat, personne n'est allé déposer ne fût-ce qu'un gerbe de fleurs. Ils sont tous ici, ils étaient tous derrière Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, tous derrière Tshisekedi. Et d'autres disent même avoir été manipulés par Kabila. Alors quand vous regardez leur âge, dire être manipulé par Kabila, exactement, Kabila c'est leur petit-fils. Ce n'est pas du végétariat, mais nous devons prendre conscience. La génération 1960, ce n'était pas vraiment une génération véritablement préparée pour l'administration. Ils étaient dans des travaux manuels, disés par des Belges, mais une génération courageuse qui a quand même réussi à obtenir l'indépendance. Mais la génération de 1960 de Tshisekedi, de Jonas Kamukamba Diatanjemba, Singaouju, Mobutu, et la génération 70 dans la génération actuelle, ils ont tous échoué. Parce que cette génération ne propose, moi si j'ai à proposer, je préfère proposer dans cette salle, en intimité, que de leur proposer à ces groupes-là. Ils ne vont rien foutre avec ça. Ils sont ailleurs, vous avez suivi l'un des leurs, dire que dans ton côté à la réunion, est-ce que ces gens-là ont besoin de propositions? Est-ce que ça, c'est chercher le végétariat ou c'est facile à comprendre? Ministre à lobby, sur ton côté réunion, quel ministre? Ministre des Finances. Donc c'est lui qui décaisse. Alors est-ce que ces gens-là ont besoin encore de propositions? Moi je préfère, vous m'appelez, j'appelle Enoch, j'appelle le président, on s'assoit, on s'organise comme jeunes pour mettre fin à ces systèmes. Mais à ce sujet, votre mouvement, c'est ça aussi la question, le mouvement des révolutionnaires congolais, qu'est-ce qu'il fait dans l'entretemps? Le mouvement des révolutionnaires congolais, nous proposons une prise en charge de la population sur cette question, cette situation. C'est-à-dire, nous avons la capacité, cette génération, de mettre et Kabila, et Tshisekedi out. Parce que... Vous le faites comment? Mais c'est ça, on commence par la conscientisation. Je vous ai dit, les risques disent la conscience collective d'un peuple, c'est l'âme d'une nation. Nous devons d'abord créer cette conscience pour que enfin nous puissions nous prendre réellement en charge. Pas en charge tel que demandé par la même classe politique, mais c'est prendre en charge par notre propre conscience que, à l'aller où vont les choses, nous risquerons, comme disait Martin Luther King, de mourir soit de se sauver ensemble, soit de mourir tous comme des idiots. C'est là que je commence à apprécier que, le langage de mon aîné Daniel Saf. Il s'est posé la question de savoir, est-ce que suis-je idiot ou sommes-nous tous collectivement idiots? Parce que mais ces gens-là dans le quartier, il est traité d'être président, grand prêtre, par la même jeunesse qui souffre à cause de ces mêmes comportements. Vous me posez la question, si je propose quoi? Qu'est-ce que je propose quoi au régime? À l'opposition. À l'opposition, c'est difficile avec notre classe politique pour que l'opposition s'organise. Vous allez remarquer, depuis 1960, l'opposition congolaise ne se met jamais d'accord. Même si ils s'organisent aujourd'hui, ils s'organisent circonstanciellement. Je vous prends le cas, Kabila avait conditionné les élections par la loi électorale sous Bochab, l'article 8 alinéa 3 qui conditionnait l'organisation des élections au recensement populaire. L'opposition s'organise circonstanciellement sur cette question avec la dynamique de l'opposition. La marche du 19, 20, 21 janvier 2015. Mais après ça, les autres se sont retrouvés au dialogue de Kanchachi, les autres dans les rassemblements avec Tshisekedi. L'autre, ni dans les rassemblements, ni au Kanchachi, le MLC. Donc, ça c'est ce qui fragilise l'opposition et c'est ce qui fragilise le combat de tout un peuple. Une opposition qui s'est réunie circonstanciellement. Ils s'étaient réunis ici lorsque Tshisekedi évoquait la question liée au changement de la Constitution. J'ai eu même des déclarations.
Mais lorsque tu sais qu'il est abandonné après la prise de Goma, l'opposition ne se met plus d'accord. Comme si, à part cette question, il n'y a plus d'autres questions qui peuvent mettre d'accord ou ensemble l'opposition. C'est-à-dire le problème, c'est l'intérêt individuel. L'ego. Personne n'a développé la capacité de dépassement de soi. Chacun se trouve à être grand prêtre. Et puis c'est le problème, c'est que c'est l'entourage. Batubana Katumbe fait yo sangana bangote. Yo yarana lar, yo za grand prêtre batafaul, yo za populaire. Yo sangana bangote ba yibomo. C'est-à-dire to comme si monde la politique comme monde ba musicien. Au lieu qu'on accompagne des leaders par des idées, par de véritables projets, mais nous chantons pour ces leaders-là. Et qu'est-ce que vous voulez? Même si vous proposez, même si vous, Benga Moutoumou, même entourage à Fayoul, rencontrer Fayoul, il va te dire, on que le banénin. Tant yo yebisa même il va plus t'amener. Et c'est comme ça partout. Merci. Le problème ici, c'est que le peuple doit se prendre en charge. La révolution, comme nous l'avons dit dans le passé, ici, avec le président Les Bolonjois, c'est la révolution populaire pour résoudre cette crise. Merci beaucoup, honorable Enoch, pour son allocution. Une minute 30 secondes, on va chuter. Le vrai leader ne cherche pas la popularité dans la tempête, mais trace une voie claire malgré les vents, disait Winston Churchill. Et à Kwame Nkrumah a ajouté qu'en temps de crise, le peuple n'a pas besoin de discours, mais des directives qui pourront sauver ces derniers. Honorable Président, honorable membre du bureau et chers collègues, à l'ère où le passion s'exacerbe et que la clameur se déchaîne, permettez que l'on réoriente les débats. Les véritables interrogations, loin d'être des apparences triviales, ne résident ni dans les modalités de la rencontre présidentielle entre Martin Fayoulou et le président Félix-Antoine Tshisekedi, ni dans l'identité des entremaîtres, encore moins dans l'éventuelle confidence entre ces derniers. Honorable Président, chers collègues, l'enjeu fondamental est que l'histoire retiendra et de savoir si dans le Congo au souffle court, Fayoulou incarnera les renouveaux stratégiques du régime Tshisekedi et en se désolidarisant de l'opposition belliqueuse et armée. En brisant le voile qui les sépare du président Tshisekedi, Fayoulou sera-t-il entraîné d'autres opposants dans cette voie? On s'interroge. Voilà, honorable Président, les questions qui pourront nous servir à bien orienter ces débats. S'agissant des origines de Joseph Kabila, j'ai des faits à présenter à notre invité. Washington Post, dans sa publication du 9 juillet 1997, dit ce qui suit. Mouzé Laurent Désiré Kabila est accompagné de son fils de 25 ans qui a des origines rwandaises, puisque né d'une mère rwandaise qui est la cousine de James Kabarebe. Quelle est votre réaction face à cette publication d'un magazine international reconnu dans le monde par rapport à sa grandeur et la vérité de ces informations? Je vous prends un deuxième fait. Laurent Kunda, en 2008, je crois le 2 janvier 2008, dans une interview dans la radio Bouiza, on lui a posé la question de savoir, est-ce que vous confirmez et affirmez la session selon laquelle que dans le CNDP et dans le FRDC, il y a de soldats Tutsis? Voici sa réponse. Si vous entendez par soldats Tutsis ou rwandais, tous ceux qui ont servi un jour au sein du Front patriotique rwandais, le FPR, et ensuite dans l'armée patriotique rwandaise, l'APR, du général Paul Kagame, alors le peuple congolais a un sérieux problème à résoudre. Car son propre président, élu au suffrage universel direct à plus de 58% de voix en octobre 2006, je cite Joseph Kabila, est non seulement d'origine Tutsi comme moi, mais aussi un ancien soldat du FR comme moi. Quelle est votre réaction face à cette intervention de Laurent Kunda, qui était chef rebelle à l'époque et bien qu'étant arrêté en République démocratique du Congo? J'ai dit honorable président. Merci, honorable Enoch. Merci, Monsieur le Président.
Je vais répondre rapidement à l'honorable Enoch, mais je vais aussi lui donner un conseil. Lire sans comprendre, c'est rien. Heureusement, vous avez cité Churchill, sinon j'allais vous qualifier de Guy Mondiavite, le ministre de la Défense, d'un plagiaire. Vous avez bien dit qu'en temps de crise, le peuple n'a pas besoin de discours. Mais oui, pas mon discours, parce que moi je n'ai aucune signature. Qui sont censés contrôler l'armée, organiser l'armée pour mettre fin à la crise? Ce sont eux qui vous font des discours. Ce sont eux qui vous font des discours. Partout. Alors, si vous me posez cette question, vous balancez ça sur moi, ça veut dire que vous avez choisi la mauvaise personne et vous avez confondu l'auditoire. Comment, honorable Enoch, avec l'intelligence que je reconnais en lui, peut faire foi à un rebelle? Ici, Kunda Batouare est encore dans le maquis, en conflit avec Joseph Kabila. Si vous faites foi à ça, donc vous devez faire foi à ce que Nang a dit à Tshisekedi, que Tshisekedi n'a pas étudié. Voilà. Nous sommes dans un contexte de conflit. Moi, je ne peux pas venir ici dire que Nang a dit que Tshisekedi, ce n'est pas le fils de Tshisekedi. Parce que là, Nang est en conflit avec Tshisekedi. C'était quoi sa motivation? Kunda Batouare était rebelle, parce que vous dites cette déclaration, elle était faite en 2008. Mais en 2009, il y a eu accord entre la CNDP de Kunda et l'État congolais. Vous voyez dans quel contexte? En diplomatie, il y a des moyens de pression. Il peut dire ça pour, en passant, exercer une pression. Mais déjà, vous dites que Washington Post a dit Mouzé Kabila est arrivé au Congo avec son fils de 25 ans avec une mère rwandaise. Ok. Mouzé Kabila n'est-il pas congolais? Comment vous faites vous mettre, mais, honorable Enoch, vous avez fait le droit. Vous maîtrisez bien la loi sur la nationalité que moi. Je vous oppose votre propre argumentaire. Comment vous retirez la nationalité congolaise et la paternité de Kabila à la famille de Mouzé? Simplement parce que Washington Post a dit que sa maman est rwandaise. Et il cesse d'être le fils de Mouzé. Alors que le même tabloïd vous dit qu'il est le fils de Mouzé. Alors vous contredisez même Jean-Pierre Bemba qui avait montré un autre individu. Ça c'est un des deux. Je vais vous surprendre. Depuis que Joseph Kabila était dans le maquis avec Mouzé, jamais, même si sous pression de Mobutu ils ont fui, ils avaient fui au Rwanda. Ils fouillaient la Tanzanie. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, allez à la RTNC, il y a un monsieur qui s'appelait Hakim, qui n'était ni journaliste ni qui. C'est le fils d'un Tanzanien qui hébergeait Joseph Kabila, Mouzé Laurent Désiré et d'autres membres de la famille quand ils fouillaient la pression. La question maintenant à vous. Pourquoi Joseph Kabila qui était rwandais mais ne fouillait pas au Rwanda? En sachant que les maquis de Ouaboura, c'est dans le territoire de Fizi. Le territoire de Fizi, c'est au sud Kivu. Alors qu'il n'y a aucune frontière entre le sud Kivu et Dar es Salaam. Il faut plutôt redescendre vers Tanganyika. Ok? Mais pourquoi il a accepté de faire tous ces chemins vers Tanganyika au lieu de traverser directement vers le lac Kivu pour atteindre le Rwanda? Allez à l'RTNC, je sais que vous avez la capacité d'enquêter. Allez à l'RTNC, il y avait un individu là-bas qui ne foutait carrément rien. Mais placé par Mouzé, par reconnaissance. Il s'appelait Hakim. Chuté. Donc je vais vous dire, ces débats d'identité, moi je les trouve malsains. Je les trouve non-sens. Et ces débats se tiennent à Kinshasa. Mais quand vous allez dans le Kivu, moi je suis de l'Est, quand vous allez dans le Kivu, les gens parlent de Kinyarwanda, non? Parce que si vous tenez devant le petit barrière, le barrière 12 ou 13, les trafics qu'il y a entre le Rwanda et le Congo, si on vous dit nous sommes deux États en conflit, vous n'allez jamais accepter. Je ne sais pas aujourd'hui parce que avec cette occupation, je ne me suis pas rendu. Allez-y.
Vous êtes en Ituri, à Mahagi par exemple, le franc congolais n'est pas utilisé. C'est le shilling ougandais. Donc, si un jour, un Congolais de Mahagi prend le pouvoir, on va dire qu'il est ougandais. Parce qu'il va aussi parler la langue ougandaise. Arrêtons ces débats. Est-ce que tous les Congolais qui parlent le portugais, le français, sont-ils plus Congolais? Non, arrêtons ces débats. Le vrai débat, nous devons débattre sur des questions de développement. Par exemple, Bukanga Lonzo, qu'est-ce que nous faisons de ces 5 hectares? Pendant qu'il y a 27 millions de Congolais qui souffrent de la malnutrition aiguë. Chaque 1 heure de temps, le Congo perd un enfant de moins de 10 ans à cause de la malnutrition. Qu'est-ce que nous faisons de nos terres, de ces 500 hectares? Alors vous allez aujourd'hui, vous allez trouver des Canadiens. Là où on devait faire la culture de maïs, on fait la culture de cannabis. Ce sont de vrais débats. De vrais débats, c'est par exemple comment diversifier notre moyen de transport. On souffre beaucoup. Est-ce que devrions-nous rester avec des taxis et des bus ou devons-nous miter par des transports de masse? Ce sont de vraies questions. La vraie question, qui sont ceux-là qui sont censés nous sécuriser? Nous avons quel niveau de la police? Qui sont ceux qui sont aptes d'être recrutés dans la police? Ce sont de vraies questions qui touchent à nos vies. Les questions liées à la nationalité, il y a des Congolais qui ont quitté ces pays pour besoin d'exil ou besoin de titres qui ont obtenu d'autres nationalités. On nous amène sur un terrain glissant et inutile. La vraie question ici, comment réformer notre système d'éducation? Mais on fait exprès de nous éviter le vrai débat parce que nous allons contrôler effectivement s'ils sont là en train de travailler, s'ils sont réellement au pouvoir pour nous faire avancer. Une dernière question qu'il a posée, c'est est-ce que Martin Fayulu incarnerait un peu un nouveau souffle pour le régime Tshisekedi avec ses ralliements? La politique est tellement imprévisible, moi je reste dans le présent. Et ce que je vous ai dit, que vous doutez ou pas, le temps c'est un antidote lent mais efficace. Moi, je me source. Quand je disais ici, dans 2-3 plateaux, que Martin Fayulu s'était rendu à Lomé, rencontré Yadema, accompagné de Ebera, qui est le conseiller spécial de Kabila, tout le monde niait. Tu sais qui dit plutôt. De Tshisekedi. Tout le monde me disait, tu as trouvé cette information où? Mais lorsque Epeng l'a accepté, personne n'a dit que j'avais l'information. Donc vous pensez que ces ralliements n'apporteraient pas quelque chose à Tshisekedi? Moi, le problème ici, ce n'est pas d'apporter quelque chose à Tshisekedi, mais d'apporter des solutions aux multiples crises que nous faisons face. Alors, il y a une crise qui est majeure, qui est une crise sécuritaire, que Martin Fayulu ne connaît ni tenant ni aboutissant. Il y a 2 forces en présence. Il y a Kinshasa et Goma. Martin Fayulu peut s'improviser un médiateur sur cette crise, oui, c'est un Congolais. Mais pour résoudre cette crise sécuritaire, il faut mettre autour d'une table Kinshasa et Goma. À défaut de mettre ces 2 forces en présence autour d'une même table, il faut établir les rapports de force. Ce sont les 2 options. Soit on établit ces rapports de force en faisant la guerre, soit on discute, on trouve une solution pacifique à la crise, parce que nous ne pouvons pas résoudre la crise alimentaire. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de l'éducation avec insécurité. C'est la crise la plus dangereuse que nous devons résoudre. Très bien. Donc, il faut plutôt, si Martin Fayulu, je serais erré, si Martin Fayulu demandait à Tshisekedi de faire vite, de lever une option rapidement, soit de négocier, soit d'aller en guerre. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. J'espère que les téléspectateurs des Six Télévisions et du Parlement d'étudiants sont éclairés sur de nombreuses questions. Camp de la patrie, accusation de Jean-Pierre Bemba, plusieurs interventions ici ont permis donc aux uns aux autres de comprendre, mais il faut en gros retenir qu'il faut qu'on s'intéresse aux questions utiles. Il faut qu'on arrête de se nourrir de la bêtise, de la polémique, parce que ça ne fait pas avancer la conscience collective. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.